C'est le meilleur. En pleine Corée du Nord, un groupe de touristes français arrive dans un hôtel pour étrangers. Nous nous sommes glissés parmi eux. Il est déjà 22 h et nous allons tenter une petite virée nocturne en ville. Derrière nous, un homme arrive inquiet. C'est le portier. Il fait signe de rentrer car il est formellement interdit de sortir sans être accompagné par un guide officiel. Nous insistons quand même. Thank you. Stop, stop, stop. On n'arrête pas. Non? Non. Non? Non. Le ton reste courtois mais ferme. Et malgré notre insistance, il faut rentrer. Thank you. À l'intérieur, les deux dictateurs nord-coréens, le père et le fils, trônent dans le hall. Monsieur Jean travaille pour l'État et escorte les Français, il a tout vu. Vous voulez aller vous promener en ville? Ils ont dit non. Non. On peut pas se promener en ville? Parce que c'est les gens qui savent que tu es un espion. Allez, on va manger? Ici, c'est le plus beau, c'est être arrêté et prisonnier, c'est tout près d'ici. Ici, tout étranger est un espion potentiel. La Corée du Nord est le pays le plus fermé au monde. Le symbole de ce qui se fait de pire en matière de dictature. Ce pays vit sur une autre planète depuis sa création en 1945. Ses habitants vivent dans une paranoïa aiguë. Aucun chiffre ne circule sur l'économie locale, mais on sait que des famines frappent régulièrement la population. À la fin des années 90, plus d'1 million de Nord-Coréens seraient morts de faim. Encore aujourd'hui, selon l'ONU, 20% de la population ne trouve pas de nourriture. Les famines se multiplient dans les campagnes. C'est pour cela que le Programme alimentaire mondial distribue près de 400 000 tonnes de denrées alimentaires chaque année. Ces images, que nous avons tournées à l'insu des autorités, montrent que l'agriculture locale, faute de machines et même d'animaux, reste proche du néant. Il faut donc se nourrir de ce que l'on trouve. Des algues, des racines, moins que le minimum. Officiellement, le pays est toujours dirigé par Kim Il-sung, alors que le dictateur est mort en 1994. Mais il est toujours désigné comme le président éternel de la Corée du Nord. Son fils, Kim Jong-il, lui a succédé et porte le titre de dirigeant bien-aimé. Il continue d'enfermer le pays dans le même délire autocratique. Et cela grâce à une armée toujours plus nombreuse. On parle de plus d'1 million de soldats. Une armée toujours en guerre contre la Corée du Sud, suréquipée et qui dispose même de l'arme atomique. Kim Jong-il peut ainsi continuer l'œuvre de destruction de son père. Résultat, les habitants continuent de vivre ici comme dans l'URSS des années 30. Les mêmes files d'attente pour les rares bus qui ont de l'essence. Les mêmes magasins vides dans lesquels il est interdit de filmer. Le peuple n'y va jamais. Bien sûr, tout n'est pas si noir, il existe aussi des autoroutes, mais elles ne sont empruntées que par des vélos et des piétons obligés de nettoyer les flaques d'eau sur le bitume. Il y a aussi un casino dans la capitale où on peut s'amuser avec des machines à sous, sauf qu'il n'y a rien à gagner. Les pièces ne permettent que de rejouer. On peut aussi s'entraîner au golf, sport ô combien capitaliste, sauf que seule l'élite du régime y a accès. Pour les 23 millions de Nord-Coréens, les temps sont durs. Mais il faut sourire, c'est obligatoire. Les moments de joie sont organisés même dans les rues et forcément grandioses. C'est dans cet univers angoissant, où tout un peuple est conditionné dès la naissance, qu'un groupe de Français a décidé de passer ses vacances. À 8 500 € pour 3 semaines, c'est un séjour aussi cher qu'aux Seychelles. Mais là,
Pas de luxe, pas de cocotier, seulement des guides austères et menaçants qui vérifient chaque photo. Des chambres sans matelas et sans eau courante. C'est la couverture dedans. Regardez. Waouh! C'est bien? C'est bon. Pour moi, c'est parfait. Et bien sûr, des caméras partout pour vous surveiller. Bienvenue en Corée du Nord, le paradis des dictatures. L'organisateur de ce petit voyage de rêve, c'est cet homme aux cheveux blonds. Guillaume de Vaudrey a une spécialité, les vacances dans les pires endroits de la planète. Dans son groupe, il y a Claude. Pour cette jeune retraitée, ce séjour est le plus important de toute sa vie, car elle va enfin pouvoir aller pour la première fois sur les traces de son père, originaire de Corée du Nord. Jacqueline n'a pas hésité une seconde à accompagner Claude, son ami. Elle va découvrir aussi pour la première fois ce qu'est une vraie dictature. Nous suivrons aussi Henri, qui a choisi l'anonymat. Ce retraité, les régimes autoritaires, ça le connaît. Il est déjà allé en Iran et il a adoré. À son tableau de chasse, il lui manquait la Corée du Nord, ce sera maintenant chose faite. Nous serons escortés et surveillés par des guides francophones. Avec les lunettes, Monsieur O, et à droite, Monsieur Jean. C'est parti pour 3 semaines de propagande. Pyongyang, la DMZ, la ligne de démarcation entre les deux pays, puis l'extrême nord et les côtes de la mer du Japon. Un périple exceptionnel, encore jamais réalisé par des étrangers occidentaux. Pour commencer notre visite au pays du bonheur communiste, nous sommes invités à partager un grand moment de joie avec le peuple nord-coréen. Et quoi de plus approprié qu'un tour au gigantesque Luna Park, le seul du pays. Ici, tout le monde sourit. Des petits gestes de bienvenue mettent tout de suite à l'aise les visiteurs étrangers. Au programme, des attractions d'une autre époque. Tir à l'arc, jeu d'adresse avec des ballons aussi vieux que les joueurs, des balançoires à l'ancienne, ou encore des fusées munies de leurs mitrailleuses, prises d'assaut par des adultes sous le regard du surveillant en chef du manège. Évidemment, les infrastructures datent un peu et la sécurité semble douteuse. Ce n'est pas grave, il en faut plus pour gâcher le plaisir des Français qui embarquent dans la grande roue. À l'intérieur, une joie généralisée et communicative. C'est malade. Non, on continue de monter. Non, on monte. On est à la moitié. Aïe, 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 aïe. Ça va aller, toi? Là, on est arrêté. Je crois qu'on est en panne là-haut. C'était les sièges. Non, parce qu'il est assez calme, il n'y a pas de seau d'eau abrutissant. Mais oui, c'est pas du Maintenant, tout. dans les fêtes foraines, il y a des seaux d'eau. Henri est conquis par l'ambiance bon enfant et le calme du parc. Même Monsieur O, l'un des guides, baigne dans le bonheur et veut l'immortaliser. Moi, je filme l'adja du parc d'attractions. Au stand Barba Papa, ça se bouscule. On tend des billets pour s'en acheter, de l'argent pour les enfants et même des jeunes rappeurs. C'est donc cela la Corée du Nord, le pire régime communiste de la planète? Il y a des caïras, là. C'est-à-dire les caïras de banlieue qui débarquent. C'est absolument incroyable. Et si les gens font la queue ici, ce n'est pas pour manger, mais juste pour faire un tour d'auto-tamponneuse. Mais très vite, la réalité de la Corée du Nord refait surface. Un groupe de militaires en goguette apparaît, le ton change. Attention, c'est des militaires. On voit des photos. Que viennent donc faire ici ces soldats? Pour en savoir plus, nous les suivons jusqu'à un stand un peu spécial. Ouais, ce sont pas vieux là. Monsieur Jean, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Ah bah, les impérialistes. Ah bah, les agresseurs. Les Américains. C'est vrai? Mais pourquoi il y a cette haine encore? C'est fini la Depuis guerre. longtemps, les Américains ont occupé notre pays. C'est à cause d'eux, la Corée est divisée en deux. C'est toujours C'est pour ça que- c'est le feu seulement. À cause des Américains, ils avaient déclenché la guerre. Notre nation a souffert tant à cause de la guerre. Pour l'instant, ces bidasses tirent avec des jouets sur des soldats de plomb. Mais ils sont prêts à en découdre pour de vrai. Cette guerre, la Corée du Nord s'y prépare depuis près de 60 ans, depuis sa création. Et l'ennemi absolu, ce sont les États-Unis.
En 1950, le monde sort péniblement de la Seconde Guerre mondiale. D'un côté, le bloc communiste, de l'autre, les pro-américains. La Corée se retrouve au cœur de ce conflit idéologique et sombre dans une guerre qui durera 3 ans. Ceux du Sud reçoivent le soutien des Américains et ceux du Nord sont aidés par la Chine. En 1953, la Corée est officiellement divisée en 2. Encore aujourd'hui, aucun traité de paix n'a été validé. De fait, les 2 Corées sont toujours en guerre. Une situation que les vacanciers français vont vite comprendre. Donc ici, vous entrez dans les 2 kilomètres démilitarisés du côté nord, qui sont cultivés par les paysans. Et à droite, vous voyez le drapeau de la République de Corée. Juste de l'autre côté, à quelques mètres à peine, c'est la partie adverse, les traîtres de Corée du Sud. Pour aller plus loin, il faut se mettre en file indienne et passer un par un sous le regard vigilant des soldats. L'ambiance est tendue et toute photo est contrôlée. Nous sommes ici dans la zone la plus sensible au monde. Tout autour, 1 million de soldats des 2 camps se tiennent prêts à en découdre. Le petit groupe arrive enfin sur la ligne de débarcation, la fameuse DMZ. L'instant est solennel. De chaque côté de la frontière que nous avons représentée en rouge, des gardes. Aucun ne se regarde, mais tous sont aux aguets. Le premier qui met un pied de l'autre côté est immédiatement repéré par cette flopée de caméras et abattu sur le champ. Les tenues des soldats sont complètement différentes. Style rétro du côté nord-coréen, Ray-Ban et équipement à l'américaine chez les autres. Les Américains, ils possèdent le droit de commandement militaire. Dans la zone sud-coréenne, une délégation de généraux américains débarque. Ils vont même se faire prendre en photo avec la Corée du Nord derrière eux. C'est tout ce qu'ils pourront voir du pays communiste. Pour les Français, c'est le moment de partir. Mais avant, Claude tient à laisser un témoignage sur le livre d'or des visiteurs. C'est un moment très important pour cette Française, née d'un père coréen et d'une mère française. Claude a fait ce voyage en mémoire de son père. 90 ans après que mon père ait dû quitter son pays occupé par les Japonais, je viens sur cette ligne de démarcation qui partage la Corée. Ce partage a toujours été la grande peine de mon père, qui n'a jamais revu sa terre natale. Le père de Claude avait fui la Corée en 1920, bien avant l'arrivée du régime communiste. C'est lui, sur cette photo d'époque. Juste avant qu'il ne trouve refuge en France, il ne pourra jamais revenir dans son pays de naissance. Cet instant d'émotion ne fait toutefois pas oublier aux touristes qu'ils sont dans un pays où tout est contrôlé. Au même moment, les soldats et les guides demandent à voir les clichés qui viennent d'être pris sur la frontière. Une bonne partie sera effacée. Pour le petit groupe de Français, cette surveillance pointilleuse est juste une habitude à prendre, et pour l'instant, personne n'y trouve rien à redire. La visite peut continuer selon le programme concocté par les autorités nord-coréennes. Place donc au musée de la guerre. Au fond de la cour, une vieille femme nettoie des cailloux. Tout d'un coup, une assistante des guides arrive et s'empresse de la faire disparaître. Elle faisait tache dans le paysage, une tache de pauvreté qu'il faut cacher aux étrangers. C'est l'image même du pays qui est en jeu, une image de perfection que rien ne doit altérer. Et chacun y veille, comme cette jeune militaire. Bonjour, soyez les bienvenus à notre musée. Derrière elle, une fresque gigantesque, comme il se doit à la gloire de Kim Il-sung, le créateur de la Corée du Nord. Ici, il est l'égal d'un dieu et toute l'histoire récente du pays a été réécrite par lui et pour lui. Nous avons fait un film assez possible sur le problème coréen, sur la guerre coréenne, et ça va vous aider à bien comprendre le problème coréen. C'est donc une version plutôt partisane du conflit contre les États-Unis qui va être servie aux visiteurs. Une version où les Américains tiennent forcément le mauvais rôle. La voix, le style, les images, tout y est.
on se croirait dans un mauvais film de propagande des années 50. Qui a donc déclenché la guerre en Corée. Voici les séquences qui donnent la réponse. Écoutez bien comment en Corée du Nord, les autorités ont réécrit l'histoire. La Deuxième Guerre mondiale a permis aux Américains de tirer un gros profit grâce à la vente massive des matériels de guerre. Mais après cette guerre, les États-Unis ont perdu leur débouché d'armes et de matériel de guerre qu'ils avaient fabriqué. Ils ont dû subir une crise économique catastrophique. Ils ont donc prôné qu'il faut déclencher au plus vite possible la guerre de Corée pour s'en sortir et se sont livrés frénétiquement aux préparatifs de guerre. Tout est faux. Les États-Unis n'ont jamais été aussi prospères qu'après la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'est pas grave. Le documentaire continue sa démonstration sur le même ton. Truman, président américain, a prôné dans son message présenté au Congrès en 1945 qu'il faut déclencher une guerre en Corée pour que les Américains puissent dominer le monde. C'est même l'exact contraire. Les historiens s'accordent à dire que c'est la Corée du Nord qui a déclenché la guerre. Une réalité que le régime de Pyongyang nie de toutes ses forces et en parfaite dictature enseigne à tous les enfants du pays dès leur plus jeune âge. Les Français n'en reviennent pas, mais n'osent rien dire. Pas un ne réagit. Docilement, ils vont continuer la visite et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ils traversent à pas de charge les salles remplies de photos et de posters guerriers. La réécriture de l'histoire continue. Au 24 octobre, ils ont fait pénétrer des avions dans l'air de Chine pour bombarder des villes et des villages et massacrer des villes de Chine. Les Américains qui massacrent le peuple chinois, Henri n'en a jamais entendu parler. Il prend son courage à deux mains et se lance. C'était en quelle année à peu près? En quelle année à peu près? Cette bataille, c'est pendant la guerre. Oui, ah, c'est pas une date De précise. 50 à 1953. Oui, d'accord, c'est un exemple de bataille, d'accord. La réponse est vaseuse et prend Henri de court, mais il n'ose pas aller plus loin et se fait taquiner par notre journaliste. On va lancer la question. Vraiment dégoût. Pas assez de force. La Corée du Nord est un État totalitaire qui fait peur même aux visiteurs étrangers. Ici, il n'y a aucune relation diplomatique avec la France. En cas de problème, personne ne peut venir vous libérer ou faire pression. La jeune femme nous attend dans une autre salle. À l'intérieur, des navires et des avions taille réelle. La leçon de propagande continue de plus belle. Bon, ici, c'est la salle des armes. Ils se sont exposés des armes originaux qui ont obtenu des mérites au cours de la guerre. Et ça, c'est une torpillère. Et les combattants de nos forces navales, ils ont fait couler le croiseur lourd américain qui s'appelle Baltimore avec 4 torpilleurs. Et ce torpilleur numéro 21... Alors que la jeune soldate récite sa leçon, nous osons poser une question sensible. C'est celui que vous avez utilisé récemment pour couler le bateau sud-coréen. Il y a un bateau sud-coréen qui a coulé. J'entends prendre ça. Non? C'est la première fois c'est que l'on fait. Il y a seulement quelques semaines, un navire de guerre sud-coréen a été coulé près des côtes de Pyongyang. À bord, 46 marins ont été tués. Au moment de la visite des Français, la tension entre les deux pays est à son niveau maximal. Suite à notre question, nous serons convoqués plusieurs heures par des agents nord-coréens qui nous conseilleront de ne plus poser ce type de questions à l'avenir, sous peine de devoir prolonger de quelques mois notre séjour ici. Mais pour l'instant, tout continue comme si de rien n'était. La guide du musée enchaîne son petit tour, mais la gêne est palpable. Elle présente fièrement un vieux chasseur de l'armée de l'air. Qui s'appelle MiG. Ça a été visité par le président Kim Il-sung et le camarade Kim Il-sung en 1952. Depuis 1952, ce type d'avion, un MiG-15, est toujours en service en Corée du Nord, comme on le voit sur ces images volées par notre journaliste sur l'un des aéroports. Une armée vieillissante qu'il ne faut pas prendre à la légère, comme le démontre cette dernière salle. À partir d'ici, ce sont des armes de l'ennemi. Ce sont des trophées.
Toutes ces armes ont tué. Il y a de tout. Pistolets mitrailleurs, casques, drapeaux, des chars ou encore des hélicoptères. Une vraie caverne d'Ali Baba d'un goût macabre. Et une nouvelle occasion d'en remettre une couche sur la culpabilité des méchants Américains. Ils ont utilisé des armes chimiques et bactériologiques pendant la guerre. Et ce bâtiment a été abattu au cours de l'arrêt des bombes bactériologiques. Vrai ou faux, impossible de faire le tri dans cette propagande grossière. Avant de quitter le musée, le clou de la visite. Une gigantesque fresque murale sur la bataille de Séoul. Évidemment, le beau rôle revient aux héroïques soldats communistes qui ont sauvé le régime nord-coréen et le protègent encore aujourd'hui. Nos touristes commencent à comprendre où ils ont mis les pieds. Fatigués, ils rentrent à leur hôtel. C'est l'heure de pointe, les gens sont surpris de croiser un véhicule. Ils sont des centaines en file indienne à attendre le même bus. Pour le bus. Ça va, la banlieue. La banlieue, ce bus. Il n'y a jamais d'embouteillage à Pyongyang. Au milieu de la route, une femme nettoie des bris de verre. Il y a eu un accident et il faut que tout soit propre le plus vite possible. À gauche, ce grand bâtiment, c'est le Palais du Peuple. Nous sommes ici sur les Champs-Élysées locaux à l'heure de pointe. Les rares bus sont bondés et sur le point de rendre l'âme. Et sur les bords des routes, aucune publicité, mais des affiches géantes de propagande pour le régime communiste. On y voit des hommes fiers de construire le futur d'un pays idéal. Un pays où les femmes sont là pour élever les enfants. Ces deux tours à droite, c'est l'Hôtel des Français, l'un des plus luxueux du pays. À l'intérieur, un restaurant, mais surtout une télé, tout le temps allumée sur la chaîne nationale. Au menu, chant patriotique devant un parterre de militaires, discours de généraux, bien sûr aussi des images de vacances du dictateur national Kim Jong-il et un documentaire sur la meilleure façon d'utiliser une Kalachnikov. Les Français n'y prêtent même pas attention. Au moment de rejoindre leur chambre, les touristes français vont découvrir qu'ils ne peuvent pas envoyer eux-mêmes d'email à leur famille. Tout est contrôlé ici par l'État et il faut obligatoirement donner l'adresse du destinataire à un fonctionnaire local. Des procédures qui commencent à agacer nos vacanciers, sauf Henri, qui ne trouve rien à redire à ces nouvelles règles contraignantes. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai bien dit aux gens et tout, je leur ai dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle, il n'y a rien ici, le moindre C'était un casino, un pays coupé du français. Le lendemain, Pyongyang se réveille. Cette musique que l'on entend en fond sonore est diffusée dès l'aube dans toute la ville. Il n'est pas encore 6 heures du matin. Le ciel reste obscurci par les volutes opaques des hauts fourneaux des usines. Déjà, de petites mains s'activent pour astiquer les rues encore désertes. Une femme fait la circulation dans le vide comme une marionnette devenue folle. Tout doit être parfait dans la capitale du régime de Kim Jong-il. Mais il en faut plus pour cacher l'extrême pauvreté du pays. Entre 2 rangées d'immeubles, on découvre un curieux manège. Ce camion, c'est juste une fosse septique sur roue. À 2 pas de là, un groupe d'hommes, le crâne rasé, habillés à l'identique, pratiquent leur gymnastique matinale en cadence. C'est aussi cela la Corée du Nord. Une machinerie démente dont les rouages tournent depuis 60 ans. Ce pays, où les religions sont quasiment interdites à un dieu, il
s'appelle Kim Il-sung, le Staline local. C'est lui qui a dirigé le pays de 1945 jusqu'à sa mort en 1994. Il est partout dans le pays, sous forme de statues, de photos, de fresques. Plus fort que président à vie, il s'est désigné président éternel. Et comme tout le monde dans le pays, notre groupe de Français va devoir lui rendre hommage. Ça va servir à quoi ce bouquet? À aller poser devant la statue de Kim Il-sung. Ensuite, il faut s'approcher de la statue du grand leader. On ne peut pas la louper, elle fait plus de 15 mètres de haut. Tout en bronze, elle est aussi entourée d'une fresque à sa gloire. Le protocole est ici très précis. Voilà, on s'arrête. Alors, d'abord offrir les bouquets de fleurs et on revient à la voilà. place. Alors, allez déjà déposer les bouquets, On va déposer les fleurs. tous les trois. On revient à la place. Revenez, Revenez, s'il vous plaît. comme un seul homme. Devant en alignement. On va compter jusqu'à 3. À 3, tout le monde s'incline. Une seule fois quand même. Voilà, on s'incline. Alors, 1, 2, 3. Rendre hommage à l'un des plus grands dictateurs de la planète, cela ne semble pas choquer Jacqueline. J'adore. Et le fait de saluer... Ah oui, c'est impressionnant ça. Pas que les Asiatiques ils saluent beaucoup. Hein. Même quand on se dit bonjour. Hein. Partout en Asie on salue. Et si en France on devait aller saluer la présidence de la République, ça ferait quel effet? Ah, moi je n'irais pas. Non, moi j'ai pas le culte de la personnalité. Non. Peut-être Carla. Derrière les Français, le petit manège continue. Un autre groupe de Coréens arrive à son tour pour ce pèlerinage obligatoire. Un salut parfait, puis c'est au tour des balayeurs de faire place nette pour mieux accueillir les suivants. Et c'est ainsi toutes les heures, tous les jours de la semaine. Pour l'instant, le séjour des touristes se passe bien. Les guides nord-coréens parviennent à montrer leur pays sous le meilleur jour, bien loin de l'image de dictature à bout de souffle que l'on a habituellement. La petite visite de ce paradis communiste se poursuit donc. Prochaine étape, la pizzeria. L'unique pizzeria du pays. Y dîner est un privilège réservé à l'élite et aux rares étrangers. Mais ce restaurant, c'est d'abord un caprice, créé sur ordre express de Kim Jong-il, l'actuel dictateur. Tout simplement parce qu'il adore les pizzas. Évidemment, comme dans toute zone sensible, il est interdit de filmer. Tout est parti d'abord de sa volonté de manger de la cuisine italienne, qu'il apprécie beaucoup. Et puis ensuite, il a fait venir ici pendant quelques années un cuisinier italien de Naples. Ça suffit. Et il s'est dit pourquoi pas former un cuisinier coréen en Italie. Donc le cuisinier est parti quelque temps se former et l'expert italien est venu tester la cuisine ici. Et au début, le cuisinier italien disait non, c'est pas parfait. On a recommencé jusqu'à ce qu'on trouve la recette la plus parfaite. C'est donc le seul pizzaiolo nord-coréen qui va préparer le dîner des Français. Dans la cuisine, le personnel fait chauffer les fours entre deux pannes de courant. Le petit chouchou du tyran, c'est lui, l'un des rares Nord-Coréens à avoir eu le droit de sortir du pays. Il y a 2 ans, je suis allé en Italie. Et là-bas, j'ai appris à faire des pizzas. Ok, 5 euros. Il faut compter dans les 5 € pour une pizza jambon-fromage. Guillaume rappelle que dans ce pays de famine, ce n'est pas tous les jours que l'on mange aussi bien. Puis vous savez, c'est l'unique occasion où vous mangerez du fromage, donc Oui. profitez-en. Au moment de payer, on a le choix, dollars ou euros. Mais pas en monnaie locale, qui est interdite aux étrangers. La Corée du Nord commencerait donc à s'ouvrir sur le monde. Et pas uniquement pour former des pizzaiolos. Les gens ont le droit de s'amuser un peu. Des bateaux sur le fleuve Tadong, des animaux de compagnie comme ce petit chien. Les jeunes font même du roller sur la place du peuple.
Et il n'est plus exceptionnel d'avoir des téléphones portables, mais uniquement pour des appels locaux. Il existe même des endroits où le peuple a le droit de se divertir. Bowling, billard américain, autant d'indices d'un léger relâchement du régime et surtout de l'influence des produits de consommation de l'allié chinois. Ces bouleversements, nos touristes ne se rendent pas compte. Ce qu'ils cherchent, c'est du traditionnel. Et pour ramener des souvenirs typiques, quoi de mieux que l'Institut de broderie de Pyongyang. Mais à peine arrivé, une mauvaise nouvelle. Les brodeuses sont invisibles. On va se faire rembourser. Et vraiment, on peut pas avoir une ou deux brodeuses Au travail? au travail, juste une ou deux? Une, deux. Là, est-ce qu'il y a dans ce musée des pièces de broderie anciennes? Oui. Oui, ah, très bien. Les soi-disant fameuses broderies anciennes, les voici. De petits chatons dans le noir, on n'y voit rien. Même avec un briquet, il est impossible de profiter des œuvres. Dans les escaliers, un employé arrive enfin avec une lampe torche. Mais ça ne sert à rien. Il faut rapprocher les pièces de la lumière du jour pour en profiter. C'est très joli, Claire. Ouais. Là aussi. 150 euros. 150 €. Monsieur O, le guide, tente quand même une petite vente. Ça travaille de fou. C'est joli. Ça, c'est joli. Ça, c'est pas fait à la main. Les touristes sont déçus de cette visite et ne se font pas prier pour se plaindre. Bon, ben c'est décevant. Alors les ouvrières sont en vadrouille, il n'y a pas d'électricité. Et elles nous ont rien Cet montré de institut pièces de broderie anciennes. nous a déçus. On n'a pas du tout vu de pièces anciennes. Il n'y en a aucune là. Il n'y a pas de vêtements. Enfin, si. Ils réalisent qu'ici, on ne vit pas comme chez nous. Aucune information n'est libre. Tout est filtré et contrôlé par le régime totalitaire. Internet est même totalement interdit. À la bibliothèque centrale de Pyongyang, les ordinateurs ne manquent pas. Sont-ils connectés? Un petit essai sur Google nous permet vite de vérifier. Aucune réponse à notre requête. Le réseau est totalement verrouillé. Les autorités ne permettent pas de se connecter. Elles veulent contrôler les esprits de leurs citoyens, et ça, dès leur plus jeune âge. Dans les rues, c'est bien avant 6 ans que les enfants apprennent à défiler au pas en scandant des chants patriotiques à la gloire du grand leader. À quelques rues de là, un jardin d'enfants. Ceux-là ne chantent pas mais s'amusent sur des toboggans et d'autres jeux en parfait état. De nouveau, l'image du bonheur en quelque sorte. Henri vient d'avoir une petite discussion avec le guide, il est sous le charme. Qui m'a parlé des jeunes, disant c'est pas comme en France, il vous verrez pas de jeunes de SDF dans des cartons, il n'y a pas d'enfants qui se droguent, les enfants respectent leurs professeurs. C'est vrai que on peut que donner que dire c'est vrai. Voilà. Hein. En fait, la pauvreté est soigneusement dissimulée aux yeux des étrangers et quasi impossible à filmer. En revanche, les écoles modèles sont une vitrine parfaite à présenter aux touristes. À l'intérieur, les enfants sont évidemment beaux, polis et en permanence souriants. Les outils pédagogiques sont incroyables. Dans cette salle, on apprend à reconnaître les arbres fruitiers du pays. Un peu plus loin, une collection d'animaux empaillés. En fait, c'est toute la faune locale qui est ici. Quoi de mieux pour apprendre aux enfants à les reconnaître? Petite démonstration devant des Français conquis. La directrice, imperturbable, continue la visite. L'accueil des enfants est chaleureux à défaut d'être spontané. Dans cette pièce, les petits de 5 ans apprennent les principaux épisodes de la vie de Kim Il-sung. Et quand ils récitent, ils y mettent tout leur cœur. À l'aide d'une vidéo, la maîtresse en remet une petite couche. Le président éternel peut être fier de ses petits écoliers. Avec eux, l'avenir du régime est garanti.
Leur cerveau est conditionné pour obéir. Claude, qui a été enseignante toute sa vie, n'en revient pas et commence sérieusement à être mal à l'aise. Alors ils apprennent par cœur. Tout ce qui concerne l'histoire du président et du grand dirigeant. On commence déjà à 3 ans à leur apprendre le lieu, à leur montrer la maison, à répéter ça c'est cet endroit-là, ça c'est cet endroit-là, et là, voilà. Comme ça c'est bien ancré. Pour moi, ma première récitation, je le sais encore. Claude fait attention à ce qu'elle dit car le guide n'est jamais très loin. Dans cette caisse, des lits pour enfants. Dès 5 ans, les écoliers y passent toute la semaine. L'État se substitue ici au rôle des parents. Un peu plus loin, d'autres enfants jouent, dansent et chantent au milieu de jouets splendides. Les références militaires restent omniprésentes, comme ces avions de chasse, répliques exactes des MiG de l'armée. Certains sont déguisés en officiers et d'autres embarquent dans un train électrique géant. C'est mieux que dans n'importe quelle école occidentale. Tant de bonheur et de bonne humeur, il faut presque se pincer pour y croire. Alors comment critiquer quand on voit autant de visages inondés de joie? Pour clore ce petit tour sur le modèle éducatif local, rien de tel qu'un petit spectacle. Première performance, un jeune violoniste âgé seulement de 6 ans. Tous sont maquillés, tous répètent une chorégraphie apprise par cœur. Ils se comportent comme des adultes en miniature. Guitaristes, danseurs virevoltants, chanteurs virtuoses, tous les gestes sont répétés au millimètre. Même le sourire semble forcé pour ces petits pantins censés incarner l'idéal nord-coréen. On peut imaginer les centaines d'heures de travail qui ont été nécessaires pour arriver à ce résultat. Pour finir en apothéose, rien de tel qu'une pianiste soliste de seulement 5 ans qui reproduit jusqu'au geste d'un concertiste professionnel. Les touristes français applaudissent la performance et sont tous emballés. Oui. Magnifique. Soyez veillants. Voilà, c'est vous avez fini maintenant, c'est la visite au jardin d'enfants. Voilà. Nous remercions la directrice. Merci et les maîtresses. On veut les bonus. J'avais l'impression d'être revenu dans mon enfance, où en effet il y avait le maître qui nous emmenait et nous on était véritablement... on suivait et on ne serait pas permis d'aller courir partout, de faire du bruit ou de ça. C'est vrai que ça me rappelait un petit peu l'école des années 60, quoi, 70. Un peu plus loin sous le préau, une affiche retient notre attention. Elle vient quelque peu modérer l'enthousiasme ambiant. Un guide vient traduire le slogan du poster. Le général Kim Jong-un est le meilleur du monde. Ses enfants veulent devenir des soldats pour le général Kim Jong-un. C'est ce genre de slogan qui rappelle que l'on est bien dans une dictature dans laquelle l'armée tient un rôle majeur. 25% du produit intérieur brut lui est consacré. C'est l'un des taux les plus élevés au monde. En France, c'est juste 10 fois moins. En tout, il y aurait plus d'1 million de soldats prêts à en découdre au moindre signe d'agression. Une armée à l'ancienne, comme du temps de Staline, avec des fantassins par centaines de milliers, des femmes aussi, des tanks et des lance-missiles. Ainsi que des avions de chasse complètement obsolètes. Pourtant, l'armée nord-coréenne n'est pas si désuète. Depuis 2006, Pyongyang possède l'arme atomique. C'est justement pour cela que la Corée du Nord fait si peur et n'est pas attaquée, même par les Américains. Une situation dont n'est pas peu fier Monsieur Jean, l'un de nos guides. Nous sommes maintenant très fiers d'avoir
une défense nationale très puissante. Par exemple, nous sommes arrivés à posséder des armes nucléaires. Un pays armé et secret, c'est cela la Corée du Nord. Et c'est vers l'une des régions les plus mystérieuses du pays que nous nous envolons maintenant. Dans le nord, près de la frontière chinoise. Un vieux bimoteur nous attend sur le tarmac. Il appartient à Air Koryo, qui a été inscrite sur la liste noire des compagnies interdites de vol en Europe. Hello. 2 heures d'avion au-dessus des montagnes encore recouvertes de neige. C'est pour réaliser ce pèlerinage sur la terre ancestrale de son père que Claude est venu. Nous sommes maintenant près de la Sibérie et le climat s'en ressent. Normalement, les étrangers ne peuvent pas venir ici. Et à région spéciale, encadrement spécial. 3 nouveaux guides nous attendent sur le tarmac. Le moindre mouvement, la moindre parole du groupe de touristes seront épiés et, si nécessaire, sanctionnés. Nous dirigeons maintenant vers le mont Baekdo, c'est-à-dire c'est le sommet du pays de 2750 mètres. Mais après l'hiver, nous sommes les premiers visiteurs avec la voiture. Cette fois, on ne voit pas les traces des voitures. Regardez. Effectivement, la route est à peine praticable. Et très vite, la mauvaise nouvelle tombe. On ne peut pas monter au mont Baekdo. C'est dangereux. Vous voyez maintenant. Si ça se glisse, c'est fini. Il reste encore 28 km à faire sur de la neige gelée. Impossible. Claude n'est même plus surprise. Claude, la route est bouchée là. Oui, et ça ne m'étonne pas. Vu la quantité de neige qu'il y a, et ils n'ont pas d'engin ici, ils ne mettent pas de sel, les véhicules ne sont pas équipés, ils mettent pas de chaîne ou ils n'ont pas les pneus adaptés. Et puis ils déneigent pas, quoi. C'est sûr qu'il faut des sacrés engins pour déneiger. On ne peut pas trouver des raquettes? À défaut de visiter la montagne sacrée, au moins les touristes tentent de visiter le village. Ça a l'air désert. Le village vide. Village pilote abandonné. Ils sont où les habitants? Je vois pas de fumée, je vois rien du tout. Où sont les habitants? Seule une pancarte du Programme alimentaire mondial prouve qu'il y a eu de la vie. Mais nous n'en saurons pas plus. Monsieur Jean intervient tout de suite, il faut rentrer dans le bus. On rentre. On va aller déjeuner à l'hôtel. Oui, c'est arrivé là, 11h. Mais là c'était bien, j'aime bien le temps. Plutôt que de rencontrer des locaux, les touristes vont avoir le droit à un nouveau matraquage sur la vie du dictateur local. Il fait froid et humide, et dans le groupe, on commence sérieusement à se lasser de ces vacances sous contrôle. Pour commencer, on efface les photos prises pendant le trajet. Une jeune femme en tenue de soldat les attend. Bienvenue sur un site sacré où Kim Jong-il, l'actuel homme fort du régime, serait né. Un site où on ne fume pas. Non, pas de cigare. C'est toujours les mêmes. On va d'abord à la maison natale et puis après en descendant on va voir. La maison natale de Kim Jong-il, c'est censé être celle-ci. Une relique qu'il faut forcément respecter. Le dirigeant Kim Jong-il a dirigé, on n'en monte pas dessus. Voilà. On nous dit que c'est ici que le dictateur est né et que des guérillas auraient été menées dans la région. Claude, qui connaît bien l'histoire du pays, refuse d'avaler cette propagande grossière. Il est né de l'autre côté de la frontière. Oui, parce qu'ils étaient réfugiés là-bas. Il n'y a jamais eu de guérilla ici, en fait. Mais bon. C'est la propagande. Oui, c'est écrit quelque part que Kim Il-sung a commencé ses groupes de guérilla en 1920. En 1920, il avait 8 ans. Bon, quand même pas prendre les gens pour des idiots. Enfin, c'est vrai, il a dû commencer dans les années 12 ans. Claude va très vite regretter d'avoir osé critiquer ouvertement le régime. Des dizaines de caméras les espionnent en permanence. Ils ont entendu ce qu'on a dit. Quand
Dieu qu'il y ait des micros cachés partout. Il faut traduire. Et c'est donc en chuchotant que son amie Jacqueline se permet une comparaison peu orthodoxe avec le système politique local. On a l'impression de feuilleter un beau livre de contes de fées. Sauf que l'histoire ne finit pas bien. Que l'ogre est toujours vivant. Enfin, tant qu'on ne se laissera pas manger, tout va bien. C'est une autre maison du même genre, là. Ouais. Henri, lui, ne se pose pas ce genre de questions. Il adore tout et veut le montrer. Il reste bouche bée quand la guide se lance dans un chant patriotique, même sous la pluie. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très joli. C'est joli, hein? C'est clair. Tout le monde chante bien, c'est fabuleux. C'est fabriqué, composé par le président Kim Il-sung. Quant aux multiples statuts du dictateur, il les salue, sans même qu'on le lui demande. L'encadrement nord-coréen n'en revient pas. Avec moi. Oui. Je vais le refaire. Monsieur O est ravi du français qui se comporte comme un vrai patriote. Un peu plus loin, à quelques kilomètres, une autre statue de bronze au milieu de nulle part. Encore à la gloire du dictateur. Encore des fresques guerrières géantes. Ce culte de la personnalité, Claude n'en peut plus. Mais là, ça dépasse tout. Hein. À quel niveau? Au point de vue monumental, construction, puis ce culte. Henri, lui, n'est pas tout à fait d'accord. Omniprésent. Quand même, je disais tout à l'heure, quelque chose d'important, c'est qu'il y a une démarche, tout de même, une démarche artistique. Ah bah bien sûr, oui. Oui, mais non, mais il n'y a pas des fois... Mais c'est toujours le même style, hein. C'est comme quand elle chante. Oui, mais ils prennent toujours les mêmes mines. C'est pareil. L'urbanisme, disons la position des choses, par exemple Pyongyang, Oui, c'est évident que toutes les perspectives sont étudiées, quoi. Je veux dire, c'est qu'on maîtrise tout. Mais moi, ça me fait penser à ce que voulait faire Hitler aussi. Oui, si tu veux. Moi, les plans de Berlin, bien sûr, l'idéal avec Speer, tout ce qu'il a là. Les plans de Berlin avec Speer, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai vu les paquets. Alors, c'est vrai que moi, ça me... Bon... je peux pas être fanat de ce style d'architecture. Hein. Non, mais moi non plus, je veux dire, je remarque. Comparer le régime de Pyongyang au nazisme, Claude se lâche vraiment. Au moment de partir, le bus refuse de démarrer. Heureusement, un groupe de militaires passe par là. Et c'est à une bonne dizaine qu'ils se mettent pour pousser le véhicule. Cette solidarité enthousiasme un peu plus Henri. Déjà plus d'une semaine que nous sommes en Corée du Nord et nous n'avons toujours pas pu discuter directement avec des Coréens. Mais cela doit changer. Nous allons sur la côte du pays, près de la mer du Japon, avec la promesse de dormir chez l'habitant et de se promener librement. Mais la réalité est tout autre. Comme tous les rivages du pays, la zone est classée ultra sensible. La preuve, la route est entourée de fils barbelés électrifiés. Des barbelés pour se protéger contre un éventuel débarquement des Sud-Coréens ou des Américains. Ce village, par exemple, il est interdit de le filmer. Derrière ces palissades blanches, impossible de voir ce qu'il s'y cache. Même pour Guillaume, qui organise ici des séjours depuis une dizaine d'années, c'en est trop. Moi, il m'énerve. Regarde, la photo que je prends, je me fais engueuler. Hein? Faut pas exagérer. C'est comme ça, je ne programme jamais plus rien dans ce pays. Toi, il te met à l'amende. Non, mais là, je vais lui passer un savon en retour après-demain. Faut pas exagérer. Je veux bien qu'on n'ait pas le droit de prendre les installations de sécurité, mais prendre les paysages, faut quand même pas exagérer. Comme d'habitude, Monsieur Jean trouve une bonne raison pour justifier ces consignes de sécurité. Chez nous, c'est à la plage, surtout c'est à la côte, c'est interdit de prendre des photos. Parce qu'il y a partout des zones militaires. Tant pis pour les touristes qui vont quand même pouvoir passer une nuit chez l'habitant. Un privilège extrêmement rare dans ce pays paranoïaque. Sauf qu'ici, tout est faux. Le village a été construit exprès pour accueillir des étrangers de passage. On a construit ce village
pour les étrangers qui viennent pour visiter les monts Chilbo. Ah, ok, donc c'est vraiment un beau village avec les belles maisons. Ils ont de la chance en fait. Quant aux habitants, ils ont évidemment été triés sur le volet. Cette femme, par exemple, fait partie de l'élite du régime. La preuve, elle a eu l'honneur incroyable de rencontrer Kim Jong-il, le leader du pays. Un honneur qui n'est pas dû au hasard, car cette charmante dame est l'une des meilleures mamans du pays, comme le rappelle Monsieur Ho. Chez nous, de temps en temps, on organise la conférence des mères, parce que on sélectionne des mères et qui élèvent bien leurs enfants et puis qui travaillent bien, qui accordent un exploit à l'éducation socialiste. Plutôt que de supporter un peu plus la propagande du régime, les touristes vont tenter de s'évader. La plage n'est pas loin, l'occasion est trop belle pour échapper au contrôle des guides. Pour la première fois, le vrai visage de la Corée du Nord nous saute aux yeux. C'est cette pauvreté qui assèche le pays qu'il ne faut pas montrer. Un groupe de femmes ramasse des algues pleines de sable sur la plage et les entasse dans des vieux sacs. Ces algues, ils les serviront ensuite à table pour leur repas. Mais nous sommes très vite rattrapés par un membre de l'encadrement. On peut aller par là? On voudrait aller voir les pêcheurs. Vous nous accompagnez? Non, non, non. C'est interdit. Je n'ai pas l'autorisation de vous laisser aller plus loin par là. Si vous y allez avec moi, ou si vous y allez seul par cette route, après ça, je risque... Le geste a le mérite d'être clair. L'homme risque sa vie si le règlement n'est pas respecté. Je peux pas faire plus. Allez par là. Par là, c'est un autre village. Et cette fois-ci, c'est premier juré. Toutes les photos sont autorisées. À l'entrée, un plan un peu étrange. L'architecture se veut typique du style coréen. On retrouve le moral parmi les touristes. Oui, c'est chouette, j'adore. J'ai fait plein de photos ce matin. C'est beau et propre. Ils ont même le droit à une petite démonstration de la cuisine traditionnelle locale. Mais encore une fois, tout est sous contrôle et parfaitement faux. Personne ne vit ici. Les vacanciers ne croiseront aucun Nord-Coréen, hormis quelques employés qui n'ont pas le droit de leur parler. Nous trouvons un petit passage qui permet d'aller dehors, mais c'est peine perdue. Il y a toujours quelqu'un pour s'interposer. Ah, ok. Non? Ah, non. Ah non, like this, no? Oh, on va pouvoir se promener dehors, là? Aller au marché? Oui, oui. Ça arrive. On va aller au marché? On va déposer ça. D'accord. Bon, moi je vais me promener dehors, dans la rue, et je reviens après. Ah non, ensemble, c'est fermé maintenant, la porte. Ah, pourquoi c'est fermé? Je peux passer par là, c'est ouvert, j'ai vu il y avait un petit passage. Ah non, ça... C'est pas possible. On ne donne pas, ça c'est la permission. Monsieur Jean, Monsieur O, il a dit que je pouvais aller me promener dehors, et qu'après je revenais ici dans 10 minutes. C'est pas possible. Je vais à la librairie alors. C'est pas possible. Je connais ton truc. J'ai essayé quand même. Notre guide ne se laisse pas berner. Il connaît les règles et risque gros. Pas d'image de la vraie vie. Ce pseudo-village est comme le reste du pays, une prison d'où l'on ne peut pas sortir. Les lourdes portes de bois massif restent donc closes sur tous ces Nord-Coréens. Un régime qui va certainement voir une troisième génération de Kim prendre le pouvoir. En effet, l'un des fils du dictateur actuel doit lui succéder. Il s'appelle Kim Jong-un et n'a que 27 ans.